Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Et je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'animer cette émission puisque l'on va parler des enjeux d'une ville du futur. En gros, on va parler de vision politique et de son application. Pourquoi ? Puisque nous abordons la thématique du déploiement d'un réseau complet de fibres optiques et de compteurs intelligents, multifluides à Nyon. Alors ça peut paraître un peu barbare, mais pour en parler, pour expliquer à tout le monde ce dont il s'agit, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Wallonne. Bonjour. Bonjour. Municipal à Nyon en charge de l'environnement et des services industriels, deux dicastères qui sont concernés par cette vision, comme je le disais, et bien entendu Claude Uldry. Claude Uldry, bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît comme municipal nyonnais en charge de l'architecture et des finances, mais aujourd'hui, c'est en tant que président de TRN SA que nous vous recevons. Alors voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant cela, est-ce que la reprise a été bonne pour la municipalité nyonnaise ? Excellente. Totalement, je partage cet avis. Vous êtes prêts pour de nouveaux défis ? Toujours. Okay. Plein d'énergie. Et voilà, plein d'énergie. Et l'énergie, justement, on en parle. On va donc parler de ce réseau de fibres optiques et de compteurs intelligents multifluides. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je vous propose quand même une petite explication de texte. Tout d'abord, commençons par ce qui me semble être le moins compliqué à comprendre, le réseau de fibres optiques. Claude Uldry, qu'est-ce qu'un réseau de fibres optiques ? Alors peut-être expliquer qu'on a déjà un réseau, enfin pour pratiquement toute la population nyonnaise, ils pensent avoir un réseau de fibres optiques. Aujourd'hui, on a un réseau de fibres optiques qui va depuis la localisation principale de Swisscom à l'avenue Alfred Cortot, jusque dans les chambres de quartier, et après on a un coax. Mais c'est quoi la fibre optique ? Et l'idée, c'est de transformer ce réseau dans un réseau totalement fibre optique afin d'avoir une meilleure bande passante, comme on le dit dans le jargon un petit peu technique, et de permettre aussi, dans le cas de la ville de Nyon, qui n'est pas le cas par exemple de la ville de Morges, parce que ça n'a pas été demandé, d'avoir la fameuse fibre bâtiment qui va servir aux services industriels, d'où effectivement ce partenariat très étroit entre les services industriels et TRN. Il faut quand même dire aussi que TRN appartient à 70% à la ville de Nyon. Alors voilà, on a bien compris le contexte, mais on ne sait toujours pas ce dont parle la fibre optique. C'est quoi exactement ? Donc la fibre optique se distance du coax simplement par une rapidité beaucoup plus grande qu'avec un coax. Ok, c'est de la lumière qui passe à travers un tuyau. C'est la lumière qui passe à travers, et lorsque vous avez l'ancien réseau en énergie, il coûte, entre guillemets, il utilise aussi de l'énergie électrique, alors que la fibre optique, c'est pratiquement aucune énergie électrique, donc une économie, donc des gains pour la planète. Eh bien voilà, c'est notamment le municipal en charge des finances qui parle. Passons à vous, Pierre Wallonne. Un compteur intelligent multifluide, alors la définition de ce que c'est quoi ? Jusqu'à maintenant, c'est assez simple, les compteurs. D'un côté, il y avait un producteur, de l'autre, un consommateur, et entre deux, un compteur qui calculait ce qui entrait dans un bâtiment. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus compliquée parce que le consommateur peut devenir à un certain moment un producteur d'électricité. Donc il faut que ce compteur soit capable de calculer non seulement ce qui rentre, mais ce qui sort. C'est la première chose. Et puis après, toute une série d'applications, en particulier le principe qui veut que l'on consomme sur place le maximum d'électricité a toute une série de conséquences. À quel moment j'enclenche mon sèche-linge ? À quel moment je charge la batterie de ma voiture pour éventuellement, à d'autres moments, reprendre l'électricité de ma voiture ? C'est toute une série de développements qui sont en cours. Il y a des applications d'ores et déjà qui existent et qui vont changer complètement notre rapport à l'électricité, à l'interrupteur que l'on tourne sans se poser de questions, parce que l'on pourra agir sur sa consommation et l'on devra agir sur sa consommation pour d'abord consommer ce qu'on a produit soi-même, rejeter sur le réseau ce que l'on ne consomme pas, mais il y a un fort intérêt lorsque l'on produit de l'électricité, à la consommer sur place avant de la rejeter sur le réseau. Voilà, on va parler encore plus en détail et rendre encore plus compréhensibles ces définitions. Mais j'ai eu beaucoup de questions sur ce déploiement de la fibre optique, notamment est-ce que ces fameux travaux qui ont eu lieu sur les routes nyonnaises sont-ils là pour déployer cette fibre optique ? Alors, la ville de Nyon est en chantier, beaucoup de chantiers. Le principal et qui fait le plus de perturbations, c'est le chantier du thermoréseau, chauffage à distance.
qui depuis l'As va descendre en ville pour alimenter une grande partie des parties nord de la ville, alors que, mais ça peut-être je laisse mon collègue Claude Duret en parler, c'est beaucoup plus simple pour la fibre parce que les infrastructures sont déjà prêtes. Oui, effectivement, juste en complément, comme le disait M. Vallen, nous avons choisi ce mode de partenariat, voire même de construction avec Swisscom, ce qui nous évitait de faire des trous dans toutes les routes, puisque Swisscom va utiliser des tuyaux qui sont déjà existants pour principalement les fils téléphoniques qui avaient été mis à une certaine époque d'aérien en souterrain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de petits trous dans la ville, mais la plupart du temps, ça sera dans la vieille ville et c'est devant, au droit du bâtiment. Donc c'est des trous qui font peut-être 1 mètre carré, parce qu'il y a certains bâtiments historiques où on ne sait pas exactement comment et où rentre le fil du téléphone. Mais il n'y aura pas de grandes artères qui sont touchées par la mise en place de la fibre optique. C'était aussi une de ces volontés de la ville de Nyon de faire un minimum, entre guillemets, d'intervention sur les routes grâce à ce partenariat avec Swisscom. Parce que l'idée aurait pu être aussi de construire nous-mêmes un réseau fibre, c'est-à-dire de dédoubler le réseau fibre avec celui de Swisscom. Et je pense que ça n'aurait pas été une bonne solution. Et ben voilà, ce partenariat, on va en reparler du côté des finances un peu plus tard dans cette émission. Mais pour fixer le cadre, j'aimerais rappeler que ce déploiement s'inscrit aussi dans le concept plus large de la stratégie énergétique de la ville de Nyon. Pierre Vallen, quel est en quelques phrases ce concept général ? En particulier lié à la question de la fibre, c'est la question de quelle manière on transmet des données. Et on sait que la fibre est beaucoup moins énergivore que les ondes parce que c'est de l'ordre de rapport de 1 à 10 et que la consommation aujourd'hui du transfert de données par onde est absolument exponentielle et à tel point que ça va devenir l'un des plus grands consommateurs. Tous ces gestes que l'on fait toutes et tous, quotidiennement, multipliés par des centaines, des millions, ça fait beaucoup d'énergie et ça sera bientôt l'un des plus grands consommateurs d'énergie. C'est le transport des informations, des données par les airs. Et de ce point de vue, la fibre optique est beaucoup moins... elle est beaucoup plus performante, elle demande beaucoup moins d'énergie pour transporter autant de données de manière plus rapide et de manière plus sûre, parce qu'il y a la souveraineté qui fait qu'entre la donnée qui part à un bout et qui arrive à l'autre, il n'y a pas un intermédiaire qui peut capter ces données, qui peut les enregistrer, avec toutes les questions que cela pose. Il n'y a pas de problème pour la santé. On ne sait pas si les ondes... on a admis qu'il n'y avait pas de problème pour la santé avec les ondes. Qu'est-ce qui est sûr, c'est qu'avec la fibre, il n'y a pas d'ondes, donc aucun problème pour la santé. Et c'est à tous ces égards, c'est les raisons pour lesquelles nous avons fait, service industriel, avec la municipalité, le choix de prendre de la fibre optique pour accorder les compteurs intelligents plutôt que de faire par la voie des airs ce que l'on aurait pu faire par ailleurs. Voilà, j'allais juste vous demander pourquoi avoir fait ce choix plutôt que la 5G. Alors, on le comprend, c'est pour des raisons principalement de stockage des données. Stockage des données, énergie consommée pour transporter les données, rapidité, sécurité, c'est tous des avantages qui paraissent évidents. Alors, ça demande un peu d'infrastructure, mais ces infrastructures, elles sont faites pour durer et pour durer longtemps. La fibre optique, c'est des petits filaments de verre dans lesquels circulent ces données. Et ça existe déjà depuis quelques années, on a un certain recul, et l'on fait ça pour les générations futures aussi. Le but, c'est de connecter les 14 000 ménages de la ville, de les rendre reliés par ce réseau. Alors, évidemment, il faut que les particuliers acceptent cette nouvelle prise dans leur logement, puisque là, il y a un changement. L'installateur va venir à domicile, c'est ça ? Oui, c'est juste, effectivement. Je pense que une des craintes que pourrait avoir le locataire ou le propriétaire, c'est de savoir comment on va intervenir dans sa maison, voire dans son appartement. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on va simplement passer de nouveau par le fil du téléphone, y compris à l'intérieur, et généralement, il y a simplement une prise qui est posée murale pour la fibre. C'est ça l'intervention principale. OK. Alors, il n'y aura pas de travaux chez l'utilisateur, j'allais dire chez le particulier. Alors, au sous-sol, il y a bien entendu, on va dire, au sous-sol, généralement, il y a une boîte qui est posée, qui est la réception de la fibre, mais comme actuellement, il y avait déjà une boîte, par exemple, pour l'entrée du téléphone, et après, il y a simplement un fil qui est tiré jusque dans l'appartement
et une prise qui est posée, comme c'est le cas déjà actuellement, une prise PTT, là, ça sera une prise opto. Alors, donc là, on passe via le téléréseau nyonnais, pardon. Il y a une question, c'est que souvent, les collectivités vendent leur téléréseau, par exemple CityCat dans la couronne lausannoise. Pourquoi la ville de Nyon a-t-elle décidé de garder son propre téléréseau? Je pense qu'il y a c'est Claude Ulry. Une des raisons, c'est celle que j'évoquais avant, en tout cas qui a convaincu la municipalité, c'est cette fameuse fibre bâtiment. Les réseaux qui ont été vendus, que vous avez cités, n'avaient pas la fibre bâtiment. Ça veut dire qu'ils avaient une fibre qui était à disposition uniquement du multimédia, c'est-à-dire pour regarder la télévision, pour jouer aux jeux. Ici, on a vraiment une fibre qui sera dédiée uniquement à la gestion des bâtiments, dont M. Wallen a parlé tout à l'heure. Et cette gestion, effectivement, elle va être très complexe, elle va nécessiter beaucoup de données. Et c'est aussi, je reviens à la première question que vous avez posée, la fibre et le coax, la grande différence, c'est la fluidité, le nombre de données qui peut passer à travers la fibre, qui ne pourra plus passer à travers le coax. Et ça, je pense, c'est la raison principale. Comme on a un réseau électrique, on a un réseau d'eau, il ne nous viendrait pas l'idée de le vendre, voire même un réseau de gaz. Effectivement, ce réseau fibre, il fallait le moderniser, la municipalité était convaincue qu'il fallait aussi le garder. Oui, je ne sais pas si vous imaginez la complexité de l'ère dans laquelle on entre, avec cette production qui était centralisée, qui va devenir démultipliée, mais qui fait qu'il faut en même temps que les réseaux ils soient équilibrés. Et on ne peut pas admettre qu'à certains moments, il y a des pointes de production et puis à d'autres moments pas, parce qu'il faut une constante pour alimenter ce réseau électrique. Et ça demande donc une gestion qui est extrêmement compliquée. Et on a besoin d'avoir en temps réel la production de chacun de ces petits producteurs démultipliés pratiquement, et je pense très prochainement, sur l'ensemble des bâtiments de la ville. Alors, et il y a un autre avantage à cette fibre des bâtiments, c'est que ça permettra de connecter les habitants directement, par exemple, à l'administration de la ville. Et toute une série d'opérations pourront se faire dorénavant grâce à la fibre, parce qu'elle est sécurisée, comme on le disait tout à l'heure, pas de risque que les données personnelles, privées, s'échappent dans les airs et on ne sait où. Et ça permettra donc aussi de développer toute une série de services qui aujourd'hui n'existent pas et qui existeront demain. Alors on va les détailler un petit peu, parce que Nyon, grâce à ce réseau, va devenir une ville Smart City. Smart City, c'est déjà le cas de la commune de Gland. Et quand on va sur le site internet, la définition même de cette Smart City, c'est entre autres une qualité de vie élevée à ses habitants tout en consommant un minimum de ressources grâce à une combinaison intelligente d'infrastructures et d'innovations technologique. Alors, est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition, Pierre Wallen? Je ne suis pas sûr que le bonheur soit dans la fibre et soit dans la Smart City. Mais ce qui est sûr, c'est que cette évolution, elle va permettre toute une série par exemple, d'économies d'énergie, de facilité d'accès à un certain nombre de données qui n'existent pas aujourd'hui. On sait par exemple que si on règle correctement la chaudière dans un immeuble, on économise 20 ou 30% sans que le confort soit modifié. Et cette possibilité de numérisation, de contrôle que l'on peut avoir, par exemple, sur des installations techniques, elles sont directement liées aussi, elles, à la fibre, parce que la gestion de ces bâtiments peut se faire à distance, par des entreprises qui savent exactement ce qu'il faut faire. Bref, il y a toute une série d'applications qui vont et qui devraient faciliter un peu la vie des habitantes et des habitants, et aussi, c'est un des enjeux, réduire notre consommation énergétique. C'est vrai qu'on pense à l'énergie, on pense au chauffage quand on pense à ces compteurs, mais apparemment ça va beaucoup plus loin puisque ça peut aussi concerner la gestion des déchets, par exemple, l'éclairage public ou le stationnement. Alors, comment on fait quand on installe chez des particuliers pour gérer ces déchets, voire, si je comprends bien, leur stationnement? C'est pas chez les privés qu'on va régler les questions de stationnement. Eux, ils auront, chez les privés, des questions de garer leur véhicule électrique et de pouvoir le recharger quand nécessaire et au moment où on produit le plus d'électricité. L'éclairage public, et on va entrer, il y a un plan lumière qui a été fait pour la ville de Nyon, on entre maintenant dans une phase importante de réalisation. On pourra, grâce à ces raccordements, moduler l'éclairage public en fonction des heures, de la fréquentation, à certains moments éteindre complètement, laissant les passages
piétons éclairés, par exemple, toute une série de choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une commande on-off, et puis on éclaire tout, on éteint tout. Donc, on voit bien que toutes ces évolutions, elles permettront plus de souplesse, plus de s'adapter plus facilement à diverses situations. Par exemple, pour le stationnement, on aura certainement très bientôt sur notre téléphone portable une application qui nous indiquera où il y a des places disponibles dans un parking. Quand j'arrive en ville, est-ce que je vais plutôt à Pertan, à la Duche, etc. parce que l'un est plein. C'est ce genre de services qui sont possibles grâce à ces technologies. Et sur la gestion des déchets, c'est important, ça. On touche à l'intimité des gens, quelque part, sur peut-être ce qu'ils consomment, ce qu'ils produisent comme déchets. Alors moi, ce que j'en ai compris, je ne suis pas spécialiste du tout de la Smart City, ce que j'ai compris à propos de la gestion des déchets, c'est plutôt là aussi des indications qui sont intéressantes pour la ville, à quel moment on doit vidanger les déchets dans les écopoints, peut-être pour la population de calculer les déchets qu'elle produit par année. Ce qui est très compliqué avec l'électricité, entre autres, c'est que sa consommation est complètement virtuelle, elle n'existe pas, on ne la voit pas, on n'en a aucune idée. Et je pense qu'un des défis, c'est d'arriver à prendre conscience de ce que représente notre mode de vie en termes de consommation, en termes de production de déchets. Et là aussi, la Smart City devrait aider les habitants et les habitants à comprendre, dans le fond, ce que leur manière de vivre, ce que leurs habitudes génèrent, par exemple, comme production de déchets, et pour pouvoir éventuellement agir dessus. Claude Huldry, est-ce que c'est intrusif? On se souvient de l'introduction des compteurs Linky en France. Alors, il y avait eu toute une polémique autour de la protection des données, voire de la santé, du coût du dispositif et de la sécurité, notamment face au piratage. Alors là, avec un compteur intelligent, est-ce qu'on a ces risques? Alors, je dirais que grâce à la fibre, le fameux piratage dont vous parlez, normalement, il est vraiment très très faible par rapport aux des ondes qui passeraient effectivement par un satellite, par un provider qui pourrait prendre ces données. Ici, on a vraiment une fibre qui relie les bâtiments à un central avec un provider qui, pour le moment, est TRN, puisqu'il va fournir les services, non seulement de la location, mais aussi les services aux services industriels. Donc on reste, si vous me permettez l'expression, dans un vase clos. D'accord, mais la ville aura bien les données. C'est vraiment la bonne solution plutôt que de passer par des gens qui se situent en Chine ou en Amérique, ou qui pourraient changer. C'est-à-dire, effectivement, une société qui serait rachetée par une autre société. Ça ne sera normalement pas le cas, ou en tout cas, la ville aura son mot à dire. D'accord, mais les données, alors ça ne sera pas sur le trajet qu'elles peuvent être piratées, mais elles seront forcément à un moment donné ou l'autre stockées sur des serveurs. Mais quel genre de données? Ces données, on les a d'ores et déjà. On sait combien, ces données d'ailleurs qui sont confidentielles, que les services industriels ne peuvent pas donner, même à la municipalité. On sait combien consomment, les services industriels, parce que les factures consomment chaque ménage, et on sait aussi, pour ceux qui produisent leurs objets d'électricité, combien ils produisent, parce qu'il faut leur payer. Donc ces informations, elles existent, on les obtient d'ores et déjà. Ce qui sera en plus, c'est surtout pour les habitants eux-mêmes, et nous, on n'aura pas du tout de contrôle, nous n'en avons pas pour vocation, et ce n'est pas le souhait de la municipalité, d'avoir un contrôle sur le détail de la consommation des uns et des autres. Nous, on a besoin de connaître ce que les habitants consomment, ce qu'ils produisent, qui réinjectent dans le réseau, ce qui se passe entre deux. On ne le saura pas et ce n'est pas notre affaire. Non, je pensais peut-être aux comptes qu'on pourrait avoir, que les services industriels pourraient avoir des factures, des comptes qui permettraient d'avoir des données sensibles. On dispose d'ores et déjà de ces données. C'est strictement encadré par la loi de protection des données, on ne peut pas les donner. De ce point de vue, il n'y a pas de modification et il ne faut pas imaginer qu'avec cette fibre, on va devenir une espèce de Big Brother avec la volonté de surveiller chaque citoyen. Au contraire, ça de leur apporter quelques services complémentaires. Et ben voilà, allez, on va passer au financement, 13,5 millions de francs pour ce développement. Alors, qui construit, qui paye, Claude Huldry ? Alors, le partenariat que nous avons mis en place avec Swisscom, donc nous avons confié la construction du nouveau réseau à Swisscom et nous le cofinançons, c'est-à-dire à part égale entre Swisscom et puis TRN. Ça veut dire que la ville de Nyon, pour l'investissement, ne mettra pas un franc. Par contre, la ville de Nyon payera de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, en fonction du nombre de compteurs, un prix par compteur, la location de la fibre bâtiment,
pas, la fibre multimédia, et l'allocation des services qui vont avec, parce qu'il ne suffit pas simplement de brancher la fibre, il faut entretenir le réseau, il y a des appareillages à mettre aussi pour convertir et transmettre les données aux services industriels. Voilà ce que la ville de Nyon payera. C'est-à-dire, à terme, elle financera une partie de la fibre bâtiment, mais comme on finance un mandat. Voilà, puis il y a alors donc un développement du réseau qui est prévu. Alors, on a une carte qui va s'afficher. Ça va se faire par étapes. Tout le monde ne sera pas connecté ensemble. Il y a différents lots qui vont s'étaler donc de 2024, de cette fin d'année, jusqu'en 2026. Oui, effectivement, le déploiement, ça a été prévu ainsi avec Swisscom, se fait en 3 lots de fin 2024, comme vous l'avez dit. Le premier lot devrait arriver fin septembre. Et c'est un lot qui est en jaune sur la carte, qui est situé au bord du lac, qui est une partie de la vieille ville. Le deuxième lot, 2025, c'est le violet. Et le troisième lot, c'est le bleu pour 2026. Voilà, ça, c'est le déploiement de la fibre. Pierre Vallone. Et avec ce déploiement de la fibre, nous, les services industriels, on suit autant que possible pour qu'on soit au rendez-vous et que lorsque la fibre est raccordée, le compteur intelligent soit prêt à être raccordé et qu'on puisse raccorder l'un à l'autre. Donc il y a une parfaite coordination dans ce projet entre Swisscom, TRN et les services industriels de la ville de Nyon. Je parlais de Gland tout à l'heure. Vous avez choisi l'option de développer conjointement cette fibre avec Swisscom et non pas qu'une partie de la ville soit développée par Nyon et l'autre par Swisscom. Alors finalement, Gland a fait un peu la même chose, mais simplement la SEIC a construit une partie du réseau, soit au sud, soit au nord, ça j'avoue que je ne pourrais pas vous le dire, et Swisscom a construit l'autre partie du réseau. Et après, ils se le partagent pour pouvoir en disposer. Nous avons choisi une autre solution, c'est-à-dire de donner toute la construction du réseau à Swisscom. Et on fait le financement. D'accord. Ici, alors, c'est intéressant parce qu'on est sur le plateau. Pardon, dites-moi. Il faut quand même savoir que TRN, en fait, c'est 6 employés. Donc, on n'avait pas la possibilité de construire nous-mêmes. Ah ben voilà. Alors, on va juste reparler, parce qu'ici, on est sur le plateau de Nyon Région de Télévision, puis NRTV et TRN, finalement, c'est des acteurs historiquement liés. Les téléréseaux ont été construits pour développer des télévisions régionales. Le but de ces télévisions étant, finalement, on va dire, de clouter, de rabattre les gens sur les téléréseaux communaux. Alors, ici, il est question de Canal Saturne, qui veut juste, pour l'anecdote, en 2-3 phrases, me parler de Canal Saturne. Oui, volontiers. Donc, dans les années 90, il y a la construction du réseau par les PTT, ce n'était pas encore Swisscom. Il faut rappeler que Nyon était une des villes modèles parmi une petite quinzaine de la Suisse pour tester déjà un peu ce qu'on peut appeler la Smart City. Moi, je me souviens très bien avoir été pendant un moment en tant que conseiller communal connecté à ceci, où on pouvait, mais c'était une révolution à l'époque, choisir un film à la demande. C'est-à-dire qu'on allait piocher un film, qu'on payait bien entendu, dans un serveur central. Donc vous imaginez, on parle de ça en 1990, c'était quand même assez précurseur. Donc ce réseau, TRN a été créé au même moment pour gérer ce réseau. La SEIC a géré l'autre partie. Et puis Canal Saturne, eux, en fait, finalement, c'est 50% la SEIC d'actionnariat et 50% TRN. Et Canal Saturne recevait les ondes hertziennes à la Sapan, sur le bâtiment de la Sapan, et les transmettait dans le réseau et payait ces ondes et les refacturait à la SEIC et à TRN. Voilà l'origine de Canal Saturne. Voilà, on apprend que finalement Netflix a été inventé par la ville de Nyon, en tout cas que Nyon était le précurseur. Allez, je vous propose de revenir sur le prochain conseil, puisqu'il y a aussi un préavis qui va être déposé. Il concerne le bâtiment des services industriels. Alors, il s'agit de réaménager les locaux, végétaliser les toits et les abords, j'imagine. Enfin, vous allez nous expliquer tout ça. Pierre Vallone, notamment aussi, ce préavis concerne la pose de panneaux voltaïques supplémentaires, le tout pour 2,5 millions. Verra-t-on des oliviers sur les toits des SI? Non, nous n'avons pas prévu d'installer des oliviers. Par contre, un vrai problème de nombre de places, les services industriels ont une augmentation du nombre de collaborateurs et on a aujourd'hui la saturation, la possibilité des locaux d'accueillir ces collaborateurs. Il y en a encore quelques-uns qui doivent arriver pour le thermoréseau, pour la gestion des compteurs intelligents, par exemple.
Et donc nous manquons de place. Et c'est comme ça que le projet a démarré. C'est à l'intérieur du volume existant, réaménager les locaux, enlever quelques cloisons pour augmenter le nombre de places, pour faire aussi un accueil qui est aujourd'hui au 3e étage et qui est très peu accessible au public et très peu accueillant pour un accueil, augmenter le nombre de salles de conférence et tout ça dans les volumes existants, avec aussi l'idée que la conception de ce bâtiment, qui n'est pas si ancienne mais qui a une bonne vingtaine d'années, elle fait un bâtiment qui est très, très divisé, avec beaucoup de petits bureaux, avec des personnes qui travaillent derrière des portes. Et on se rend compte que la manière de travailler ensemble, elle dépend aussi des locaux dans lesquels nous sommes, et que lorsqu'on en abat des murs, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus direct, et ça donne d'autres résultats lorsqu'on travaille ensemble dans un espace ouvert. Donc il y a ces deux éléments qui étaient la demande du service industriel, c'est un projet qui a démarré avant que je n'arrive, et qui a été soumise au service d'architecture, qui a apporté une série de réponses qui font l'objet du préavis. Là aussi, c'est la ville du futur, on change de paradigme. Vous l'avez présenté en conférence de presse, mais vous disiez, au départ, le directeur était tout en haut avec une vision très verticale de ses services. Désormais, c'est censé ne plus être le cas. Là aussi, on pourrait dire, finalement, on change de paradigme et on est dans la vision que vous voulez déployer, celle de Smart City. Alors, c'est vrai que c'était une vision très hiérarchique des rapports entre les personnes, avec un directeur, et puis ensuite des sous-directeurs, c'était pas tout à fait comme ça, et puis ensuite des collaborateurs, puis ensuite des collaborateurs de terrain. Aujourd'hui, les manières de travailler ont changé, cette hiérarchie, elle est un peu remise en question. Et dans le fond, les hommes de terrain ont des choses à dire pour faire les projets. Et construire des projets ensemble aujourd'hui, je pense que c'est pas dans cette hiérarchie-là que l'on fait les meilleurs projets, mais c'est en prenant les contributions des uns et des autres, qui sont à un certain moment au même niveau, parce qu'ils apportent chacun leur contribution au développement des projets. Voilà, du management horizontal. Et je vous propose de rester sur le prochain conseil, puisque dans un contexte d'aide à la presse, l'idée de retransmettre les conseils communaux de Nyon est relancée par 2 conseillers communaux sous forme de postulats. Ils mettent notamment en avant un calcul économique et une prestation civique. En résumé, la démocratie ne peut se passer des médias qui souffrent. On les écoute. L'important, je crois, dans la communication, c'est que les citoyens doivent être informés et pour cette information, il faut la faire la plus directe possible. Trop souvent, il y a des discussions que j'appelle de bistrot où les gens disent « ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, qu'est-ce que vous avez voté ?» Mais en fait, ils n'ont pas les tenants et les aboutissants du préavis ou du sujet. Alors, Alexander Federer, vous aviez déjà co-signé cette demande, cette réflexion d'aide à la presse au niveau de la commune de Nyon. Pourquoi vous êtes porté candidat pour co-signer ce postulat sur la retransmission des conseils communaux ? Je pense que c'est là, on avait déjà signé une interpellation pour aider le journal La Côte, pour savoir s'il y avait quelque chose qui pouvait être fait. Et je pense que c'était important de voir si on pouvait aussi soutenir l'autre média local qu'on a dans le district, qui est NRTV. La dernière fois, lors du dernier vote, il y avait eu plusieurs questionnements des conseillers communaux et cette proposition n'était pas passée à quelques voix. Quels sont les garde-fous qu'il faut mettre et les propositions qu'il faut adopter pour que cette fois-ci, ces retransmissions passent ? Mais il est important que que la démocratie soit respectée. Maintenant, mettre des garde-fous à un débat qui est un débat public, de toute façon, il n'y a pas de raison de commencer de vouloir en mettre. Moi, je pense que c'est la liberté de chacun de s'exprimer au Conseil. On arrive aussi en période d'élection et puis ça, c'est un argument en faveur finalement de ces retransmissions, c'est-à-dire de montrer qui sont les gens qui s'occupent des affaires de la ville. Oui, je pense que la dernière fois, il y a 2 ans, il y avait des craintes que le Conseil communal de Nyon fasse de la politique spectacle. Mais effectivement, je pense que c'est une opportunité aussi de mettre en avant les acteurs de la politique nyonnaise. Jacques Hanard, pour conclure, s'il n'y avait qu'un argument à retenir de ces retransmissions, la plus-value pour les travaux du Conseil communal, ce serait lequel ? C'est la démocratie. C'est ce qui est important, c'est que les citoyens participent aux travaux du Conseil. Messieurs, merci beaucoup de vous être exprimés au micro de Nyon Région Télévision. Merci. Voilà, messieurs, une réaction ? Alors,
Pas de réaction, mais j'aimerais quand même... Si, non, Claude Huldry. Moi, je vous avoue que, vraiment, à titre personnel, je trouverais effectivement très bien que les débats soient télévisés. Effectivement, je préfère que le citoyen se fasse une opinion de ce que je dis au conseil communal, intelligent ou stupide, plutôt qu'à travers Facebook. J'avoue que je ne suis pas sur Facebook, mais quand j'entends les commentaires qui sont faits, pas forcément sur moi, mais sur des municipaux ou les conseillers communaux, à travers des réseaux sociaux, ça veut dire qu'ils sont déformés peut-être 10 ou 20 fois. Je préfère effectivement que le citoyen ait une vision directe de ce qu'on fait. Pierre Vallone, vous avez l'habitude, vous êtes membre du Grand Conseil. Avec des débats qui sont filmés, oui. Mais ce n'est pas juste de filmer les débats, parce qu'on veut rendre ces débats accessibles au public. Il faut qu'on ait la possibilité, avec un moteur de recherche, de retrouver la partie à laquelle on s'intéresse, parce que je ne peux pas imaginer que des personnes qui sont à l'extérieur de ce milieu suivent pendant 3 heures les débats du conseil communal. Par contre, je peux effectivement imaginer qu'il y a un intérêt pour un sujet particulier, mais qu'on devrait pouvoir retrouver facilement, se dire qu'il y a derrière tout un travail qui voudrait être fait. Et je pense que ce n'est pas de juste filmer les séances du conseil communal qui vont aider à la démocratie. Ça nécessite, et ça nécessiterait un travail derrière pour que ce soit accessible de manière moins laborieuse que de faire 3 heures de vision pour quelques minutes qui nous intéressent. Plus largement, ça arrive au même moment où ce mardi, Tamedia a annoncé, donc Tamedia, c'est l'éditeur du 24 heures de la Tribune de Genève de 20 minutes, la suppression de 290 postes, dont la fermeture de 2 centres d'impression, dont celui de Lausanne, situé à Bussigny, et 90 postes de journalistes. Sur ces 290 postes, vous avez besoin de la presse régionale, vous avez besoin des médias régionaux. C'est une crainte. Comment les collectivités peuvent-elles agir justement sur ce 4e pouvoir qui est celui des médias? Pierre Vallone, là on est vraiment dans une question de fond. Alors, nous avons, à l'initiative d'un conseiller communal, il y a je ne sais pas comment ça s'appelle, les assises de la presse qui sont organisées la semaine prochaine, qui va réunir, si j'ai bien entendu, en 80 personnes pour réfléchir à ces questions. Je pense que on est dans un moment qui est difficile de bascule. Les gens ne s'informent plus de la même manière, on ne lit plus le journal, tous les foyers ne sont pas plus abonnés. Moi, j'ai le souvenir de mes grands-parents et puis de mes parents qui étaient abonnés au journal et qui le lisaient de A à Z, et c'était la manière de s'informer. Et je pense que cette manière de s'informer qui donne le recul nécessaire, il n'y a pas tout à fait l'instantanéité, il y a la réflexion derrière d'un journaliste, elle se modifie aujourd'hui complètement. C'est plus la source d'information principale, ça remet en question tout ça. Et d'inventer l'information et la presse de demain, je pense que c'est un défi qui est très, très compliqué, très, très difficile. Et malheureusement, je n'ai pas de solution toute prête et toute faite pour ce soutien. Je suis par ailleurs, les aides financières sont évidemment bienvenues, mais on ne va pas porter à bout de bras comme ça pendant des années la presse. Je pense que ça n'a pas de sens. C'est de se demander comment faire pour que ce travail indispensable des journalistes, il soit diffusé par quels médias, de quelle manière. Et je pense que ça, c'est un peu à réinventer. Claude Huldry, la politique sans les médias, quel regard vous avez là-dessus? Je n'ai pas la politique sans les médias, mais je pense qu'effectivement, un seul média, par exemple, pour toute la Suisse, pour moi, ça ne serait pas acceptable, finalement. Ça veut dire qu'il aurait, finalement, la pensée unique, sa pensée unique à distiller à tout le peuple suisse. Ça, c'est pas bon. Par contre, il y a effectivement, c'est clair, un côté financier, il faut être très clair. Moi qui sors aussi de l'imprimerie, on a à peu près le même problème, c'est-à-dire que les gens ont d'autres manières de se renseigner ou ont d'autres manières de faire imprimer des prospectus, par exemple, ou d'émettre une facture. Donc là, il y a un réel problème financier. Par contre, comme l'a dit Pierre Vallone, on ne va pas pouvoir non plus, nous, collectivités, se substituer totalement au côté économique. Par contre, je pense aussi que, et ça ne résoudra pas le problème financier, j'en suis conscient, que certains médias se sont peut-être un peu éloignés de ce que vous avez cité tout à l'heure, c'est-à-dire de la relation, de la proximité. C'est-à-dire de relater effectivement, je ne parle pas du conseil communal, mais on peut se souvenir il y a très longtemps où effectivement on avait l'ordre du jour du conseil communal. Mais là c'est la commune qui doit faire un geste et qui doit dire oui, j'insère une annonce pour mettre cet ordre du jour, pour rappeler aux citoyens qu'il y a un conseil communal. Par contre, il y avait des retransmissions beaucoup plus locales
de ce qui se passait en politique. Aujourd'hui, je pense que certains médias, et plutôt en Suisse allemande, s'en éloignent fortement. Mais, je répète, ça ne veut pas dire que s'ils revenaient à raison, le côté financier suivrait, hein, que les gens liraient plus. Bon, moi, je n'étais pas informé de cette annonce de ce matin, si je comprends bien. En même temps, il faut avoir une pensée pour toutes les personnes que ça va toucher directement, avec la remise en question d'un emploi et de tout ce que cela implique. Et pour un très grand nombre de personnes, j'imagine qu'il y aura des interventions au Grand Conseil, comme il y en a dans ce genre de situation. Mais comment réinventer le travail du journaliste, comment réinventer la presse. Aujourd'hui, vous pouvez diffuser de la fausse information avec une telle facilité, c'est reproduit à une vitesse inimaginable. Et c'est... dans le fond, est-ce qu'on doit toujours aller aussi vite? Et ça remet en question, je trouve, beaucoup de choses de notre manière, de notre rapport au monde et de cette manière de s'informer et où on n'a plus d'objectivité, où tout devient un peu subjectif, il y a des avis qui partent dans toutes les directions. Et moi, je regrette évidemment beaucoup. Je pense qu'il y a un changement de mode, hein, effectivement. Et tout à l'heure, vous disiez que le réseau fibre, et M. Wallen le disait aussi, est appelé encore à vivre longtemps. Je pense que malheureusement, pour la presse écrite, la télévision, elle a encore un grand avenir. Écoutez, messieurs, merci beaucoup de vous être exprimés sur ce sujet. Je rappelle que vous étiez invités pour parler du déploiement d'un réseau de fibre optique et de compteurs intelligents multifluides à Nyon et qu'une séance d'information publique sera organisée jeudi 12 septembre à 19h à la salle communale de Nyon. Donc, si vous avez des questions, venez à cette séance d'information. J'imagine que vous y serez les deux présents. Nous y serons, et je me permets de préciser que si les citoyens ont des questions, que ce soit pour les SI, ils peuvent aller au SI. Si c'est vraiment pour la fibre, ils peuvent aussi s'adresser au shop de la place Bel-Air. Et ben voilà, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce numéro de FC Politique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, mardi. Le rendez-vous est pris. À bientôt.